Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Entrepreneur du droit by Fed Legal. Dans ce podcast, nous recevons des acteurs du monde du droit. Nos invités ont tous un point commun, ce sont des entrepreneurs. Nous sommes Audrey Deliris et Yasmine Apchi, chasseuse de tête chez Fed Legal, et nous sommes ravis de partager avec vous ces parcours inspirants. Bonne écoute. Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver dans ce nouvel épisode de l'Entrepreneur du droit, l'EDD by Fed Legal. Je suis Audrey Deliris et aujourd'hui je reçois donc Hervé Delannoy. Hervé, directeur juridique de Rally SA, la maison mère de Casino, rapporteur de l'AFEC, Association française d'études de la concurrence, et président d'honneur de la FJE, l'Association française des juristes d'entreprise. Bonjour Hervé, comment allez-vous ? Très bien, merci Audrey. Je vous remercie d'avoir accepté mon invitation. Ravi de vous retrouver pour cette interview. Et pour commencer par la première question, est-ce que vous pourriez vous présenter à nos auditeurs ? Alors, très rapidement, moi je suis effectivement, comme vous l'avez dit, directeur juridique de Rally. Je suis juriste un peu par hasard parce qu'en fait, quand j'ai commencé mes études, je m'étais inscrit à l'Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence. On nous avait demandé de nous inscrire en fac à côté. J'avais voulu aller m'inscrire en éco, on m'avait dit que c'était fermé et qu'il y avait peut-être encore de la place en droit. Et c'est comme ça que j'ai continué mes études de droit sans regret, mais j'ai découvert ça. Bon, c'est pas toujours très simple au début de s'y retrouver dans ces études de droit telles qu'elles sont présentées en première année, mais voilà comment je suis devenu directeur juridique. Sinon, j'ai eu un petit parcours avant dans les métiers de l'hôtellerie que j'aimais beaucoup, mais j'ai rebifurqué sur les études plus juridiques par la suite. Voilà. D'accord. Et qu'est-ce qui vous a plu dans le droit ? J'aimais bien le droit au sens, je l'ai compris comme étant une technique d'organisation de notre vie en société. C'est de la sociologie, mais c'est quelque chose qui me paraissait intéressant parce que ça touchait notre organisation, et même si les règles sont des règles assez, prévues pour être strictes et observées, avec parfois un peu plus de flou, elles ouvrent aussi sur tout ce qui concerne nos vies, à la fois personnelles, dans le droit des affaires, dans les vies de famille, et j'ai trouvé ça intéressant, ça m'a plu, cet aspect-là. Et justement, donc ça me permet d'embrayer sur la prochaine question. Vous êtes à la fois donc directeur juridique chez Rally aujourd'hui, avec une vision très pratique et très pragmatique du droit, et en même temps vous avez toujours été extrêmement impliqué dans une vraie réflexion sur le droit lui-même, voilà, notamment aussi la formation du droit, notamment quand vous avez été président du CND, donc le Conseil national du droit, ou encore à la FJE. Est-ce que c'est ça pour vous, en fait, être entrepreneur du droit ? Est-ce que c'est défendre le droit vraiment sous toutes ses formes ? Oui, alors je pense que une fois qu'on s'est un peu débrouillé de son métier, c'est-à-dire qu'on l'a appris à l'université, qu'on l'a pratiqué dans les premiers emplois et qu'on commence à l'utiliser avec une plus grande aisance, on peut y penser de façon plus large. Et c'est peut-être ce qui rejoint ce que vous appelez être entrepreneur du droit. C'est à la fois, c'est un métier qui est, les professions juridiques sont vues souvent comme des professions qui ont leur propre langage, leurs propres coutumes, leur façon de travailler, qui aiment bien aussi être un peu vus à part pour différentes raisons. Et moi, je suis peut-être sur la position tout à fait inverse, c'est de faire entrer le droit et de le faire partager le plus largement possible. Tout d'abord là où on travaille, et puis autour de où on travaille avec les intervenants. Ça m'est arrivé, je me souviens, tout début de ma carrière, de proposer à des magistrats de visiter les entreprises où je travaillais pour qu'ils les connaissent. Je pense qu'il faut que vis-à-vis de nos différents interlocuteurs, on puisse avoir des interactions pour mieux se comprendre, parce que le droit est quelque chose de technique, c'est une technique, mais nous dans l'entreprise, on doit parler avec différents intervenants, quel que soit leur domaine, que ce soit dans les questions d'exploitation, questions financières et autres. On a ensuite des interlocuteurs extérieurs, et je pense qu'il faut partager tout cela. Et être entrepreneur du droit aussi, c'est participer à l'évolution de ce droit, c'est-à-dire expliquer à celui qui le fait, au législateur qui confectionne les lois, ce dont on a besoin, ce qui est important pour que ça fonctionne. Donc je pense que entrepreneur du droit, c'est participer à tout ce qui concerne le droit, mais pas seulement entre les juristes, entre ceux qui ont à le connaître, c'est-à-dire tout le monde. D'accord, donc même les professions du droit, mais même
tout le monde, toutes les personnes. Toutes les personnes de l'entreprise. C'est faire aussi connaître notre droit, et je crois qu'on peut en reparler, notre droit français aussi à l'extérieur. Ça m'arrivait souvent quand j'étais dans des cabinets étrangers parfois, et qu'on attendait un peu, qu'on avait un peu de temps, de discuter sur nos règles vis-à-vis de tel ou tel problème qu'on avait traité sous l'angle d'une autre juridiction, d'un autre droit. C'est faire connaître ce droit. Ça peut être très large, hein. Ça peut être vis-à-vis d'un spécialiste d'un domaine, parler d'un autre domaine, vis-à-vis d'un non-juriste, parler du droit, vis-à-vis d'un autre professionnel du droit, par exemple un magistrat, un professeur, etc. Expliquer la façon dont nous, on a à l'utiliser, à le travailler, à l'expliquer. On a de nombreux intervenants, hein. Ça peut être aussi vis-à-vis des représentants de CSE, etc. On a beaucoup de personnes à qui il faut expliquer ce qu'on fait, et il faut pas rester campé dans son domaine, son jargon, il faut le partager. Et donc, entrepreneur du droit, c'est faire comprendre ce droit pour qu'il bouge, qu'il soit compris, qu'il évolue, que ses défauts soient connus pour qu'on puisse éventuellement y remédier. C'est de participer dans des études quand il y a des avis qui sont demandés par les législateurs ou les autorités compétentes sur un domaine, d'y participer. Voilà, c'est d'être très actif sur ce droit pour le rendre le plus vivant, le plus adapté, le plus connu, et puis peut-être désacraliser un petit peu certains aspects du droit qui peuvent empêcher de faire des choses et d'évoluer dans ce qu'on veut faire, par exemple en entreprise ou ailleurs. D'accord, ce que vous me dites me fait penser à quelque chose. C'est vrai que vous voulez un petit peu toucher en disant ça à la fin, c'est que le droit peut paraître extrêmement opaque pour les personnes qui ne sont pas dans le domaine du droit. Donc quel est le conseil que vous pourriez donner à vos pairs et les personnes qui sont dans les directions juridiques pour justement rendre ce droit plus accessible? Alors, d'ailleurs, il n'est pas opaque que pour les personnes qui ne sont pas dans le droit. Je crois qu'il y a des domaines où parfois il est opaque, y compris pour les juristes et y compris pour les juristes spécialistes. Ça m'est déjà arrivé d'être dans des réunions avec des très bons spécialistes sur certains domaines juridiques où on était perplexe sur l'interprétation à avoir et la façon dont il fallait comprendre tel ou tel texte et l'appliquer. En tout cas, je pense qu'il faut pas avoir peur de dire parfois, et ça peut être déroutant pour certains, que on peut avoir une idée sur la façon d'impliquer un texte, mais on n'est jamais certain. Et ça, c'est très déroutant, mais c'est comme ça qu'est la loi, hein, souvent. Et puis après, il y a toujours les aléas de l'interprétation. Mais ce qui est important, c'est d'avoir des raisonnements derrière ce qu'on fait en droit. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut choisir, de toute façon, puisqu'on est dans une activité d'entreprise où on doit avancer, quel que soit le texte. On n'est pas là pour faire de l'exégèse et des grandes études sur les sujets. On est là pour avancer. Donc, il faut qu'on choisisse une position, qu'on l'argumente, qu'on y réfléchisse. Et je pense que c'est ça le plus important. C'est pas de dire il faut faire ci, il faut faire ça. C'est oui, faisons ceci, faisons cela, mais sachons pourquoi on le fait et sur quelle base. Et ce qu'on dira si jamais on nous tire les oreilles sur le sujet. D'accord. Vous avez vous avez été invité à beaucoup d'interviews et notamment aussi pour beaucoup d'articles. Je crois que c'est peut-être votre premier podcast, donc je pense, peut-être. Du coup, donc je vous remercie d'avoir accepté. Et dans toutes ces interventions, voilà, on perçoit une vraie volonté de défendre le droit. Et vous avez plusieurs chevaux de bataille, donc il y en a plusieurs. Et je commencerai par le premier, qui est le legal privilege. Est-ce que vous pouvez peut-être expliquer à ceux qui ne connaissent pas en quoi ça consiste et pourquoi c'est important? Alors le legal privilege, bon, c'est un mot anglais, enfin deux mots anglais qui sont même une référence à un système juridique qui n'est pas le nôtre, hein, qui est le système principalement américain ici. Les Anglais l'ont aussi d'une autre façon, et il existe dans tous les pays de droit anglo-saxon. Mais plus généralement, ce qu'on met sous ce terme legal privilege, qui est la confidentialité, c'est quelque chose à la fois très simple et qui est pour moi absolument consubstantiel au droit. Ça fait partie même de tout principe en matière de défense juridique et de conseil. C'est le fait que quand on a à traiter une situation juridique, il faut que tous les éléments qui ont servi à déterminer, ce que je disais tout à l'heure aussi, la décision, les discussions, l'examen des faiblesses, l'examen des forces des sujets, restent quelque chose qui ne puisse pas se retourner contre celui qui a fait cet examen pour sa situation. Et
que ce soit d'ailleurs, normalement ça part du principe qu'il y a une asymétrie dans le droit entre le conseil et le client, par exemple, puisque le conseil c'est des choses et le client, peut trouver son conseil très bon, mais sur des critères qui sont généralement pas des critères juridiques. Il doit discuter avec lui, mais même quelqu'un qui connaît le droit, parce qu'on connaît pas tous les domaines du droit. Et en plus, si on est directement impliqué, par exemple, qu'on est juriste, il faut aussi qu'on ait un autre juriste pour être défendu ou pour être conseillé, et qu'à partir de ce moment-là, il y a un échange qui se fait sur la façon dont on va se défendre, les éléments qu'on va retirer, et on fait une analyse, quasiment une introspection pour vérifier ce qui fonctionne ou pas. Donc, ce que je veux dire, c'est que pour appliquer le droit, pour l'utiliser, il y a un moment où il faut, que ce soit au stade de conseil ou au stade de la défense devant un tribunal, il faut qu'on examine en détail tout cela. Et ça implique nécessairement de donner les points où on se sent faible et où on se sent fort. Et ça ne doit pas pouvoir être exploité, sinon on ne peut pas normalement se préparer à choisir sa décision juridique. Donc pour moi, dès qu'il y a du droit, il y a une obligation de pouvoir garder confidentiels tous les éléments qui ont servi à déterminer la position juridique qu'on adopte. Si ensuite on autorise quelqu'un à venir voir ce qui a été dit dans cette partie-là, où tout a été entre guillemets déballé, expliqué, ça prive d'exercer ce droit d'examen avec un conseil, avec d'autres personnes qui sont des professionnels du droit, et ça crée quelque chose de préjudiciable à l'application pure du droit en principe. Donc le legal privilege ou la confidentialité a été assez vite reconnue dans certains systèmes. En France, ça a été plus compliqué, ça a été long, ça a été laborieux, sur la base de textes pas toujours extrêmement d'une grande force, dans des termes alors qui n'ont pas voulu être changés parce que on avait peur de perdre en voulant changer les acquis. Et puis en France, on a même un débat sur la différence entre la protection de la confidentialité en cas de défense et en cas de conseil. Alors que le texte a été changé, il y a toujours une résistance. Moi, je pars du principe qu'il ne doit pas y avoir de différence entre le conseil et la défense pour la confidentialité, c'est la première chose. Et la seconde, c'est que ce n'est pas quelque chose qui doit uniquement concerner l'avocat et son client, ça doit concerner tout professionnel du droit qui conseille. En France, la profession de juriste d'entreprise a été créée, on va dire en gros, dans les années 60-70. La FJE a été créée en 70. La profession d'avocat est beaucoup plus ancienne. Elle avait, intégré cette confidentialité avec les faiblesses que vous connaissez, que je viens de citer. Dans les autres pays, toutes les professions juridiques étant dans un même ensemble, les avocats, les juristes d'entreprise étant avocats, la confidentialité était incluse pour les avocats qui travaillent en entreprise. Et ça fonctionne. On le voit bien au Canada, aux États-Unis, ça fonctionne très bien, il n'y a pas de problème. Donc je pense que cette question de confidentialité, c'est quelque chose d'essentiel pour appliquer le droit, et ça doit exister entre tout professionnel qui fait cette démarche de réfléchir pour définir une défense ou un conseil dans le cadre d'un problème juridique, et bien sûr uniquement limité à ces questions juridiques. Et il faut aujourd'hui que, comme cette profession du droit qu'est les juristes d'entreprise, qui est la deuxième profession du droit après les avocats, puisse bénéficier de cette confidentialité dans les règles très claires dans lesquelles elle existe, aussi bien en France pour les avocats qu'à l'étranger pour les juristes d'entreprise avocats, et qu'elle soit reconnue. C'est quelque chose de très important, et c'est pas du tout, si vous voulez, un élément pour avoir un avantage ou quelque chose. C'est purement pour pouvoir faire le travail de juriste, de conseil, de réflexion, dans le principe du respect d'un système juridique. Et alors, quelles sont les prochaines étapes pour les étapes ont toujours été très très longues. Elles ont été, en fait, c'est évidemment une loi qui peut changer ça, qui peut le faire. Pour qu'il y ait une loi, il faut soit le législateur, soit le gouvernement prenne l'initiative. On a essayé plusieurs reprises de le faire. C'est très difficile. C'est très difficile parce que il y a eu, je vais être très clair, il y a eu un blocage des représentants de la profession d'avocat, et particulièrement celui qui devrait décider, c'est le CNB, et puis ça ne s'est jamais fait. Alors ce blocage, moi, m'a toujours surpris parce que je n'y voyais pas d'inconvénient ni de danger pour la profession d'avocat. Je n'ai trouvé à ce jour, après de nombreuses réunions, nombreux échanges sur ce sujet,
du fond de mon expérience, je ne vois que deux raisons qui puissent justifier cette obstruction qui a été faite de la part des instances représentatives de la profession d'avocat. La première, la moins méchante, c'est un conservatisme puissant. Je me souviens très bien qu'à l'issue d'une réunion du Conseil de l'Ordre de Paris, une avocate m'avait dit qu'elle était opposée, elle savait pas pourquoi, mais elle était opposée à ça. Le principe de quoi, et ça, c'était contre sa culture, etc. Et je lui ai dit, à la limite, je peux comprendre ça. Vous le dites clairement, en fait. C'est parce que vous pensez que c'est pas dans la culture de la profession d'avocat, parce qu'il y a souvent une confusion avec le caractère libéral et la confidentialité, mais ça n'a rien à voir. Donc je peux le comprendre, mais c'est embêtant quand même d'avoir un conservatisme qui empêche d'évoluer, parce que je pense que c'est bénéfique à la pratique du droit et à toutes les professions du droit. Et alors la deuxième question, c'est que certains pensent avoir là un avantage concurrentiel qui permet de faire travailler les avocats pour faire des courriers confidentiels. Bon, généralement, tous les avocats qui ont une bonne activité trouvent que c'est pas tellement très intéressant pour eux de faire ce genre de choses. Je ne vois pas en quoi ça apporte quelque chose, mais pour certains, je pense que ça doit être c'est la deuxième hypothèse, c'est simplement la défense d'un avantage concurrentiel qui consiste à pouvoir écrire confidentiellement et à se rendre indispensable. Bon, ce qui est un petit peu, à mon avis, un peu court comme argument. Et j'aimerais bien qu'un jour, alors c'est lié aussi, parce qu'en fait, quand vous rencontrez les interlocuteurs un par un, ils sont d'accord avec vous, et c'est quand ils sont ensemble que ça ne fonctionne pas. Alors je sais pas si c'est le fonctionnement de du CNB ou autre, mais ça n'évolue pas. C'est regrettable. Je pense qu'un jour ça arrivera. Puis ça nous met. Alors on a essayé. Enfin, si vous expliquez c'est uniquement quelque chose lié au fonctionnement du droit, vous n'avez aucun écho. Alors que pour moi c'est l'argument le plus fort. Vous commencez à avoir des échos quand vous parlez que ça vous met en défaut vis-à-vis des autres juristes étrangers. Moi, j'ai connu dans mon métier des cas où le directeur juridique d'une société étrangère, qu'elle soit aux États-Unis ou en Angleterre, devait prendre des choses en main parce que moi, je pouvais pas recevoir les dossiers où j'étais. C'est défavorable. C'est défavorable dans le choix du système juridique français. C'est défavorable aussi dans notre façon de nous défendre. Il y a des juristes qui ont été pris dans des problématiques parce qu'ils étaient juristes français non protégés. Ça vous met hors jeu dans beaucoup de choses. Bon, il y a énormément d'arguments comme ça qui peuvent être donnés. En plus, on développe la conformité, on développe l'anticorruption, etc. C'est des choses qui doivent permettre, pour pouvoir bien faire ces travaux-là, de pouvoir examiner à fond ce qui se passe où on est et le faire avec ces règles-là pour pouvoir bien le faire. Ce qui compte, c'est à la fin ce que l'entreprise fait, les actes qu'elle pose, les actes positifs qui sont à juger, et c'est ça qui compte. Et il faut pour cela qu'on ait les mêmes moyens de travail que les étrangers. Je trouve que c'est toujours une question extrêmement importante. Je suis toujours sidéré qu'elle ne puisse pas évoluer en France. Je pense que l'association des juristes d'entreprise comme le Cercle Montesquieu et les associations de juristes de banque, etc., ont fait tout pour faire avancer les choses. On continuera, et je ne peux qu'espérer qu'un jour ça puisse passer. Eh bien, vous reviendrez en parler dans le podcast. Oui. Autre sujet aussi, et ça vous avez déjà un petit peu évoqué le sujet, c'est la complexité en France d'avoir une grande profession du droit, justement comme ça peut être le cas à l'étranger, notamment aux États-Unis. Vous l'avez dit, parfois c'est même compliqué au sein même d'une même profession, une grande profession du droit, d'échanger sur des sujets, de se mettre d'accord. Et pourtant ça arrive à l'étranger, dans d'autres pays. Où est-ce qu'on en est en France? Est-ce que vous trouvez que c'est toujours le cas? Alors, j'ai visionné plusieurs interviews, ils en parliez quand vous étiez président du Conseil national du droit. Est-ce qu'aujourd'hui c'est toujours le cas? Est-ce que c'est toujours compliqué justement pour tous les juristes, et notaires, avocats, magistrats, de parler ensemble et d'échanger sur les problématiques communes? Alors, vous parlez du Conseil national du droit, je crois que ça a été la première instance, organisation qui a réuni absolument toutes les professions du droit au sens très large. Je pense que, y ayant été quelque temps et l'ayant présidé, j'ai pu constater combien les représentants des professions étaient très contents d'échanger, de se connaître parfois, parce que ça allait très loin. Il y avait le commissaire de police, la propriété intellectuelle, les membres du Conseil d'État, la Cour de cassation, il y avait des institutions de formation, l'université, Sciences Po, l'ENA, beaucoup de monde. Et dans les professions du droit, il y avait d'un côté les professionnels, d'un côté ceux qui formaient les professionnels,
et en tout cas j'ai remarqué une grande appétence, une grande envie de discuter entre ces professions. Donc quand elles sont ensemble, les débats ou les échanges sont riches et très intéressants. Effectivement, il y a des pays, mais je pense que on a parlé dans le pays anglo-saxon, les professions sont dans une seule, les principales professions juridiques, comme aux États-Unis par exemple, les billets rassemblent les professeurs de droit, les fonctionnaires qui pratiquent le droit, les avocats d'entreprise, les avocats en profession libérale et les professeurs. Toutes ces personnes sont dans un même ensemble et c'est très riche. Je pense, sauf erreur de ma part, je pense qu'en Allemagne aussi, un étudiant en droit peut très bien aller travailler tribunal, après faire je pense que ces échanges, ces échanges dans la profession, c'est important et ça profite à chacun. Parce qu'il faut pas qu'on soit chacun dans notre propre petit cercle. Souvent, je constate que les uns ou les autres sont contents quand ils ont pu échanger parce qu'ils découvrent des choses qu'ils n'imaginaient pas. C'est souvent une phrase que j'ai entendue. Un des aspects d'ailleurs qu'on avait discuté au Conseil national du droit sur la grande profession, c'était la déontologie. C'est-à-dire de rapprocher, d'abord d'avoir des formations dans les pour la déontologie. Il y en a au stade, les études de droit sont divisées avec les études généralistes jusqu'à la licence, des études spécialistes dans le M1, M2, et ensuite l'étude professionnelle, l'école notariale, avocat, etc. Et c'est là où la déontologie était enseignée. Donc il y a déjà eu une idée de la mettre à l'université, ce qui a commencé à se faire. Mais la question de la déontologie est importante parce qu'il faut quand même des déontologies qui fonctionnent entre elles et qui prennent en compte les spécificités. Après, dans les métiers du droit, je pense que le fait d'avoir des échanges, je pense que, par exemple, les magistrats, c'est intéressant aussi qu'ils puissent recevoir des personnes qui viennent des cabinets d'avocats, de l'entreprise, et peut-être que des magistrats en formation viennent dans les entreprises, comme ça se fait aussi d'ailleurs déjà. Et vous l'avez fait justement, quand vous le disiez, lors d'une précédente expérience, est-ce que ça se fait, justement, ces échanges de manière peut-être informelle? Est-ce que vous avez connaissance de beaucoup de directeurs juridiques qui demandent à des magistrats de venir, de demander à ces gens d'entreprise de venir voir ce qui se passe aussi? Ça se fait pas tant que ça, à ma connaissance, j'ai pas l'impression. J'ai pas l'impression, il peut y avoir des réticences ou la peur de se trouver, mais je pense que c'est simplement, on peut rester comme on est dans sa profession, dans sa déontologie, dans ses règles et venir connaître comment ça se passe. Je pense que par exemple le monde de l'entreprise est quelque chose qui est parfois mal perçu, y compris dans les professions libérales par exemple, où ce qui est le pire, c'est ceux qui pensent connaître et qui ne connaissent pas aussi, parce que ça peut mettre parfois des idées fausses. Mais et c'est pareil pour les juristes d'entreprise, de connaître comment fonctionne une juridiction, comment fonctionne un cabinet. Je pense que c'est très intéressant. Et pas mal de juristes d'entreprise qui sont issus de cabinets, c'est déjà une chose. Mais je pense que ce partage, il y a aussi des juristes d'entreprise qui enseignent. Enfin, il faut que tout ça, parce que pour les enseignants, c'est intéressant d'avoir l'avis des praticiens pour savoir ce qui est intéressant, vers où orienter les études. Je sais que je fais partie de différentes instances dans des lieux de formation où on nous demande ce qu'on attend des futurs juristes. Donc pour résumer la grande profession du droit, je pense qu'il faut en tout cas c'est un métier où il faut qu'il y ait plus d'échanges et qu'il n'y ait pas d'opposition et plus de compréhension. Après, chacun fait son métier là où il doit le faire. Mais oui, je pense que c'est quelque chose, en tout cas, qu'on doit essayer de rassembler davantage par des lieux où on peut échanger, par des déontologies aussi qui sont examinées, pour être peut-être des principes communs et puis ensuite des principes pour chacun. Voilà, je pense qu'il y a des choses et puis. Il y a le Grenelle du droit, par exemple, qui a été. Oui, le Grenelle du droit, c'était une très belle initiative, oui. Une très belle initiative qu'avait lancée Stéphanie Fougou et qui a continué après. Bon, il y a eu le Covid qui a un petit peu ralenti les choses, mais ça c'était très bien parce que c'est aussi réintégrer le droit, les problématiques du droit dans un niveau au niveau de l'État, etc., pour bien comprendre en quoi ça a une implication dans les développements des entreprises, dans la vie générale. Et ça, c'était, oui, Grenelle du droit, c'était une façon comme le nom voulait l'indiquer, de remettre en cause des choses, de secouer un petit peu des choses anciennes pour repartir sur des bases plus modernes.
Ok, donc il faut que ça continue en ce sens. Faut que ça continue, et je pense que ça va continuer, d'après ce que j'ai compris. Bonne nouvelle, alors on va suivre ça. Lors d'une audition du CESE, donc le Conseil économique, social et environnemental en 2014, ça vous en avez parlé aussi un petit peu avant, vous avez expliqué que c'était vraiment important en fait, selon vous, d'avoir des échanges entre les étudiants, que ce soit en France aussi et à l'étranger, pour justement promouvoir le droit français. Donc des échanges universitaires, que les étudiants en droit français partent à l'étranger et les étudiants étrangers viennent étudier en France. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu, comme vous intéressez quand même beaucoup à la formation et vous côtoyez aussi des étudiants, est-ce que voilà, il y a eu un changement depuis toutes ces années? Est-ce que la place du droit, est-ce qu'elle a évolué, et comment aussi continuer à faire en sorte que le droit français ait toute sa place dans les relations internationales d'entreprise? Oui, je crois que j'avais eu cette réflexion parce qu'en fait, pour l'instant, il y a quelque chose qui m'a toujours surpris, c'est que ça ne fonctionne que dans un sens, c'est-à-dire beaucoup d'étudiants français vont étudier, et ça c'est très bien, hein, je trouve ça formidable, vont étudier à l'étranger pour apprendre un système juridique étranger, dans des formations où on a à peu près une compréhension, une sensibilité au fonctionnement qui est très différent. C'est très intéressant d'ailleurs d'étudier un système différent. Alors aujourd'hui, ça se fait principalement aux États-Unis où tout le monde va faire un LLM, puis après vous avez la possibilité avec les règles qui existent de rester encore un peu de temps pour faire le barreau. Généralement les gens font le barreau de New York. Ce qui est étonnant, c'est qu'ils font le barreau de New York sans jamais, enfin c'est juste comme un diplôme quoi, hein, sans être réellement utilisé pour voilà. Donc, et à l'inverse, donc c'est très bien, ça permet d'avoir une connaissance pour nos juristes français du système américain, aussi bien juridique que judiciaire, mais je trouvais que dans l'autre sens ça n'existait pas. Et en plus aujourd'hui, dans la pratique juridique, on a déjà énormément intégré les normes et le fonctionnement des systèmes anglo-saxons. Et en même temps, souvent, d'ailleurs, les promoteurs de ce système sont eux-mêmes des Français, ce que je trouve parfois un petit peu excessif et incompréhensible, parce qu'on arrive à avoir des actes, y compris entre parties que françaises. Alors parfois, ça se comprend parce que le contrat peut circuler, il faut qu'il soit dans en anglais et qu'il soit dans un système parfaitement compréhensible ailleurs. Mais parfois, dans des choses purement françaises, on reprend le processus, et y compris le processus anglo-saxon, et y compris aussi américain ou anglais, et on comprend et on inclut dedans des notions juridiques même parfois étrangères quand le droit français est applicable. Donc ma réflexion était simplement sur le fait que ce serait intéressant aussi de faire mieux connaître notre système juridique, ce qu'on dit continental, parce qu'il est pas mal en fait, hein, il a des qualités, et j'ai toujours été surpris qu'on n'ait pas essayé davantage d'attirer des étudiants étrangers dans les universités françaises. Il y en a, mais je pense qu'il faudrait, à un moment donné, il y avait d'ailleurs l'interdiction de faire des cours en dehors du français, je sais pas, des choses comme ça. Je pense que ça a été modifié, mais ce que je veux dire, c'est que il faut qu'on fasse connaître notre système. Moi, je sais que quand je suis dans des cabinets étrangers ou que je voyageais dans des réunions de juristes étrangers, je parle du système juridique français, des avantages qu'il peut avoir dans tel domaine. Et souvent, les juristes d'ailleurs sont très curieux parce qu'ils aiment bien avoir des informations sur les autres systèmes juridiques. Moi aussi, j'aime beaucoup. Je trouve que c'est intéressant. Ça peut donner des idées, de la créativité pour certaines choses. Donc, je trouve qu'on devrait avoir davantage d'étudiants étrangers qui viennent étudier ici en France. On a des bonnes universités sur tout le territoire. En France, le système fait que quand même le niveau est le même à peu près dans toutes les universités, avec certaines qui ont des spécialités. On a tous les atouts pour les attirer. Il faut prévoir des cours en anglais, ça se fait dans les écoles de commerce. Pourquoi ça se ferait pas dans les universités? Alors quand je dis ça se fait un peu comme, mais c'est pas une échelle aussi importante que ça devrait l'être à mon avis. Et ça m'est arrivé souvent de rencontrer des personnes dans des cabinets étrangers. Je me souviens de juristes turcs ou de juristes pays de l'Est qui avaient fait des études en France, ils connaissaient notre système. Je trouvais que c'était bien. Et c'est valable pour le système français et le système qu'on dit continental de droit romain, etc., qui a une autre façon de fonctionner. Et il faut pas qu'il y ait plus qu'un seul système, il faut qu'il y ait un choix. Ce serait dommage. Et il y a encore d'autres systèmes après, hein, mais il faut maintenir aussi cette richesse. Donc il faut pas qu'il y en ait un seul qui prenne le pas sur tout. Il faut pas que ceux qui n'en font pas partie défendent un système qui n'est pas le leur, parce que c'est pas toujours utile. Et donc il faut en faire la promotion. Et cette promotion, la meilleure façon, c'est de faire venir des étudiants étrangers
l'étranger en France. Mais ça, sur ce que vous dites sur les cours en français, ça me fait écho à quand j'étais à la fac de droit moi-même, du coup. Alors, j'espère que ça a un petit peu changé, parce que c'était il y a une petite quinzaine d'années, et en fait, j'avais un tiers de ma promo en master 2 qui était étrangère pour le coup, mais tous les cours étaient en français. Ouais. Donc on avait des étudiants de Chine, de Turquie, on avait de Grèce, beaucoup de Grèce pour le coup, mais il est vrai que tous les cours étaient en français, donc ça met une énorme barrière aussi à ces étudiants qui doivent venir comprendre un système qu'ils ne connaissent pas dans une langue un petit peu plus compliqué quand même aussi, et on avait des recours en anglais à l'époque, à part les intervenants externes qui venaient eux-mêmes de l'étranger. Donc j'espère que ça a évolué de ce point de vue-là, et notamment avec des cours justement en anglais, peut-être pour plus d'accessibilité en effet. Oui. Oui, parce que par exemple, je crois que dans Erasmus, par exemple, vous avez des Français qui vont étudier en Norvège, en Hollande, ils ont des cours en anglais, donc ça permet à ouvrir beaucoup plus largement. Exactement. Voilà, c'est un des pour que ça ne soit pas uniquement réservé à une sorte de une catégorie très particulière d'étrangers qui parlent déjà français qui viennent. Enfin, d'entendre ce que vous dites, c'est rassurant, ça veut dire que ça se fait. Enfin, je sais que ça se fait parce que j'ai rencontré des juristes qui avaient fait des études en France qui étaient étrangers. Mais il faut qu'on le fasse davantage à la même dimension que ce qui se fait dans l'autre sens, quoi. C'est très important, et que nos professeurs aillent aussi, ils le font aussi déjà, mais enseigner à l'étranger. Donc ça nécessite indiscutablement le fait de pouvoir le faire en anglais pour que ce soit très large, et ça n'empêche pas après ces juristes-là qui sont en France d'apprendre la langue française. De toute façon, la meilleure façon de défendre la langue française, c'est de parler l'anglais, c'est ce que je veux dire, parce que c'est en pouvant communiquer à l'extérieur et en vantant ce qu'on fait et notre langue qu'on peut attirer. C'est vrai. Donc vantons les mérites de la langue française et du droit français en anglais, et faisons-les venir pour des cours en France. Très bien. Maintenant, j'aimerais bien qu'on revienne sur votre expérience en tant que directeur juridique qui a été aussi depuis pas le début de votre carrière, parce que vous avez été en cabinet aussi, mais en tant que directeur juridique, vous avez donné 5 conseils il y a quelques années, c'était en 2014, dans une interview donnée aux Échos exécutifs que j'ai retrouvé. 5 conseils qui sont importants pour un directeur juridique. Donc c'est avoir de l'audace, être à l'écoute, être une interface, faire du droit un avantage concurrentiel et écouter les jeunes juristes. Alors, est-ce que ces conseils, 8 ans après, ils sont toujours d'actualité? Est-ce que vous auriez d'autres conseils à ajouter? Et aujourd'hui, en 2022, et qu'est-ce que c'est être un bon directeur juridique? Alors oui, c'est intéressant de relire ça. Alors, je suis toujours d'accord avec ce que j'ai dit. Peut-être c'est déjà ça. Oui, c'est déjà ça. J'apporterai quelques précisions. Alors, avoir de l'audace, l'audace, c'est pas le fait d'être tout fou et de se lancer n'importe où et d'avoir du succès par hasard ou pas. Je visais, je pense que je visais davantage l'audace intellectuelle, c'est-à-dire aussi de sortir du cadre dans lequel on peut se retrouver, dans lequel un problème peut nous mettre, un adversaire peut nous mettre, et essayer de trouver des solutions originales. Et c'est d'ailleurs un des aspects le plus intéressant du métier de juriste, c'est cette créativité et cette possibilité qu'on a de pouvoir sortir de règles qui paraissent assez strictes, enfin pas toujours, mais parfois, pour trouver des solutions. C'est ça c'est ça qu'on tente de faire. On peut pas y réussir à chaque fois, mais c'est ça qu'on fait. Donc je pense qu'avoir de l'audace, en tout cas pour trouver des solutions originales et créatives, c'est bien. Le second, être à l'écoute, c'est pour moi essentiel. En fait, c'est un des problèmes, je trouve, des juristes. Et en général, en dehors des juristes, on n'écoute pas assez. Bon, c'est souvent quelque chose que je remarque en négociation, quand parfois on s'aperçoit qu'il y a quelque chose qui bloque. On ne sait pas pourquoi, mais les uns ou les autres peuvent ne pas chercher chez l'interlocuteur ou le contradicteur ce qui ne va pas, et être à l'écoute, c'est l'écoute de ce qui est dit et de ce qui est pas dit aussi, de ce qu'on peut ressentir, etc. Donc ça, c'est valable dans le travail aussi bien avec les personnes qui sont en opposition qu'avec ceux qui sont à côté de nous dans l'entreprise, parce que parfois, je pense qu'on peut tous être d'accord pour dire que quand on nous demande quelque chose, il y a une grande partie de ce que l'autre personne voudrait qui n'est pas dite, et qu'il faut trouver, chercher pour savoir où on peut aller, où on ne peut pas aller. Et donc être à l'écoute, c'est vraiment, je pense que c'est un des grands besoins de notre profession, pour bien comprendre ce qu'on nous demande, ce qu'il faut faire. Et pour avoir de l'audace, il faut avoir bien écouté aussi, parce que ça permet de sortir plus loin de ce qui est demandé, d'une question toute simple, fermée, en faire une question beaucoup plus large et ouvrir le débat. Donc aller creuser vraiment. D'aller creuser vraiment. C'est vraiment, je trouve, la chose la plus intéressante du métier de juriste, c'est ça en fait. C'est de notamment dans la recherche, dans des discussions, on veut arriver, c'est de construire, et pour construire, il faut vraiment bien compris ce qui se passe. Être une interface,
Oui, je pense que dans le métier en tout cas de juriste d'entreprise, on fait pas du droit que pour le droit, on fait du droit pour que l'activité de l'entreprise se développe, qu'elle soit protégée et qu'elle soit plus performante. Donc ça nécessite d'être pour le juriste d'un côté en écoute des équipes, qu'elles soient marketing, logistique, financière, tout ce qu'on veut, immobilière, etc., de bien comprendre le métier et les problématiques des gens du métier, et ensuite d'être l'interface avec soit les autres interlocuteurs extérieurs, soit les institutions juridiques et judiciaires, soit les autorités, soit les autres avocats, les autres conseils, les autres juristes. Donc c'est un petit peu cette interface, c'est ça, c'est entre l'entreprise et nos interlocuteurs et ceux de l'extérieur. Et donc ça c'est forcément lié aussi aux 2 premiers conseils, parce qu'il faut être curieux, avoir de l'audace et être à l'écoute, sinon on peut pas être à la place. Okay. Alors faire du droit à l'avantage concurrentiel, oui, c'est important. J'ai toujours eu l'idée je sais qu'il y a des juristes qui avaient j'ai toujours eu l'histoire d'un juriste qui avait refusé de déposer une marque en disant c'était pas possible parce que c'était et quelqu'un d'autre l'a fait, c'est passé et il a eu l'avantage concurrentiel. Donc je pense qu'il faut toujours voir notre droit non pas comme on aime à le présenter mais qui est vraiment une image éculée, de dire que le juriste est l'empêcheur de tourner en rond. Le juriste est celui qui va transformer un problème en solution qui apporte justement cet avantage concurrentiel. Ce qu'il faut, c'est qu'on aille assez loin pour que on ne soit pas en retard sur les autres, mais pas trop loin non plus pour se retrouver pénalisé et sortir de franchir la ligne jaune. Tout à l'heure, pardon, je vous interromps. Avant qu'on commence l'enregistrement, vous me demandiez justement ce que moi, mes clients en tant que recruteuse me demandaient. Et justement, du coup, vous venez de la réponse. Souvent, les directeurs juridiques qui recrutent leurs juristes ou des DG qui recrutent des directeurs juridiques me demandent encore plus justement ces personnes-là qui ne viennent pas apporter des solutions. Et je me souviens d'un fondateur il y a pas très longtemps dans une start-up qui a créé un poste de directeur juridique qui m'a dit, surtout Audrey, je veux quelqu'un évidemment qui connaisse le droit, c'est évident, qui est sympathique, c'est évident, qui va faire un bon échange avec toutes les équipes, mais surtout que quand je vois cette personne, je me ressors pas de la réunion avec des nœuds dans la tête et en effet des gros soucis à gérer, mais plutôt que cette personne-là arrive avec beaucoup de curiosité et trouve des solutions et me disent voilà, le problème c'est ça, voilà ce qu'on va faire et voilà. Et c'est exactement ce que je pense vous demandez-vous à vos juristes dans vos équipes, parce que ce qu'on demande aux juristes dans l'entreprise, et moi aussi on me le demande quand on recrute, donc je réponds à votre question avec quelques minutes plus tard. On est d'accord, je pensais bien si vous trouvez justement ces personnes, et c'est bien, il faut aussi qu'on éduque dans les formations les juristes à orienter leur recherche de solutions vers ça, et c'est la déontologie, c'est la règle, c'est de le faire en restant intègre. Écoutez les jeunes juristes, moi j'ai toujours trouvé très important les nouveaux juristes, parce qu'on a été soi-même nouveaux juristes. Je pense que la façon d'être intégré dans le métier, c'est un métier qui demande beaucoup d'expérience, il faut faire beaucoup de choses pour commencer à avoir il n'y a pas que l'appréciation technique, ça m'est arrivé de dire qu'il y a des choses sur lesquelles je ne les sentais pas, j'arrive pas toujours à les expliquer. Bon, et je me souviens qu'un de mes collègues m'avait dit moi aussi je le sens pas, mais je peux pas dire pourquoi. Et voilà, on doit développer ça, et c'est quelque chose qu'on fait en travaillant avec les plus jeunes. Les plus jeunes apportent aussi beaucoup d'autres éléments pour nous, à la fois sur d'ailleurs des connaissances plus fraîches dans certains domaines qu'on n'a pas revus, parce que c'est pas ceux qu'on voit le plus souvent, dans la façon de voir le monde, la vie, les outils. Enfin, il y a beaucoup de choses. Moi, je trouve que c'est un des métiers où c'est très intéressant d'avoir ce mélange entre les plus jeunes et les plus anciens. Et moi, j'ai toujours essayé de favoriser la plus grande proximité, l'inclusion dans les travaux. C'est intéressant et bon voilà, ça coûte rien de mettre un jeune dans une réunion en plus pour réfléchir ensemble. Alors le conseil de plus que j'aurais ajouté, le sixièmement, c'est je sais pas comment le formuler, mais c'est être soi-même, être intègre, parce que c'est très difficile aujourd'hui pour un juriste quand on vous demande de faire des enfin vous savez, il y a des personnes qui ont une perception du droit qui consiste à faire des contrats, ce qu'est l'expression j'ai horreur béton, ou d'avoir certains pensent que le droit c'est fait pour être contourné. On est quand même dans une époque de conformité, une époque de compliance où on essaye de faire valoir des principes. Donc je pense que le sixième point que j'ajouterai aujourd'hui, c'est apprendre à bien se retrouver, être soi-même dans tout ça,
pour exercer en conformité avec les principes du droit. C'est une règle qui est faite pour être appliquée, pour qu'on fonctionne. Si elle est pas bien, il faut faire ce que je vous ai dit sur entrepreneur du droit et essayer de la faire évoluer. Si elle est floue, faut la défendre, faut pas hésiter, faut trouver des arguments, faut y aller. Mais après voilà, il faut pouvoir le faire dans un cadre. Je pense qu'aujourd'hui, c'est le sens du droit en fait, qui est important et que j'ajouterai aujourd'hui pour que chacun ait ses repères dans la façon de travailler. Et d'être à l'aise dans ses principes et dans son métier. Très bien, merci pour ce 6e conseil du coup. Et vous parliez des jeunes juristes et de l'importance justement d'échanger avec eux. Est-ce que vous-même vous avez eu des mentors dans votre carrière? Non, j'ai pas eu de mentor. Je suis pas très mentor en fait en général. J'ai eu des bouts de mentor, on va dire. C'est-à-dire des bouts de mentor, expliquez-nous. C'est-à-dire que je sais que certaines personnes, j'appréciais énormément ce qu'elles faisaient dans tel ou tel domaine, et donc c'est pas la personne en entier, si vous voulez. Donc c'est pour ça que je dis un bout de mentor. C'est dans une façon de travailler. Moi, je me souviens d'un des directeurs juridiques d'une des entreprises où j'ai travaillé, qui avait une façon toujours très originale, très large, très intéressante de prendre les sujets, qui m'a beaucoup inspiré. Après, on peut avoir des mentors aussi qui techniquement nous ont bien appris à travailler, à toujours repartir des textes, à toujours dire pourquoi je peux pas le faire, et chercher les arguments, sortir c'est bien aussi, c'est une autre forme et puis il y a des mentors négatifs, c'est-à-dire on se dit on veut vraiment pas être comme ça, quoi. Donc d'accord, le contre-exemple du coup, voilà. Très bien. Et est-ce que vous avez des sources d'inspiration au quotidien en tant que directeur juridique, entre défenseur du droit dans sa globalité? Les sources d'inspiration. Je pense que les sources d'inspiration, on les trouve dans le fait dans les choses qui sont en dehors du droit. C'est dans ce qu'on fait à côté. Donc il faut avoir une vie riche. Automatiquement je l'ai, mais enfin une vie riche avec d'autres choses à côté qui peuvent vous permettre justement d'aérer l'esprit et quand on retravaille, un peu comme quand on revient de vacances, on a l'esprit plus fertile, plus rapide, peut-être plus original dans sa pensée ou aussi plus clair, tout simplement. Ouais, donc être bon en droit tout en sortant du droit justement pour mieux y revenir. Faire d'autres choses surtout et on trouve des sources d'inspiration pour bien faire son métier quand on fait d'autres choses. D'accord. Est-ce qu'il y a une citation qui vous guide aussi au quotidien, donc peut-être un mantra? Non, les seules citations que j'aime bien, c'est les citations généralement humoristiques. Peut-être que vous en avez une à partager. J'en ai pas spécialement. Celle de Desproges, par exemple, était toujours des bonnes citations. C'est vrai. Un peu ancien, mais il avait vraiment une façon de décaper les choses que j'ai gardé en tête. Donc, ce que je veux dire en termes pour cet aspect-là, c'est pas des citations, c'est plus peut-être des petits principes qu'on a dans son fonctionnement, qui peuvent paraître parfois un peu, si je les cite, c'est pas automatiquement que je réussis à les faire, mais je pense que je reste toujours sensible à être attentif aux détails, en fait, même si j'aime pas trop, mais on essaie de forcer les points, on est moins bon, mais de prendre les dossiers, y compris dans les choses, il y a des détails qui peuvent être très dangereux pour un dossier, il faut toujours être attentif à ça, donc jamais les négliger. Quand quelque chose ne va pas, c'est essayer de faire l'effort, et j'avoue c'est pas toujours facile de s'interroger sur les responsabilités qu'on a aussi avant de penser que ça vient des autres, mais c'est une simple petite démarche qui quand on arrive à le faire honnêtement et qu'on est un petit peu dégonflé sur la colère ou l'énervement de ce qui arrive, ça aide à retrouver des solutions. Et puis oui, il faut parfois sortir d'un contexte, parce que parfois on est enfermé dans un contexte aussi. Voilà, c'est les petites choses que j'essaie de garder à l'esprit quand je travaille, notamment quand il y a des moments plus difficiles où on se dit celui-là il a rien compris, c'est à cause de lui, donc faut peut-être se poser des questions, où on est trop sur une façon de voir et il faut sortir du contexte. Et puis quand on a fait, c'est toujours très intéressant dans un dossier, c'est de trouver les grandes lignes. Quand on a fait les grandes lignes et qu'on fasse attention aussi aux choses qui peuvent les mettre en l'air. De même d'ailleurs dans l'écoute des autres, aux détails de l'écoute des autres. D'accord. Et une question que j'aime bien poser aux invités de l'entrepreneur du droit, si vous n'avez pas été directeur juridique, si ça n'avait pas été ce métier que vous avez choisi, qu'est-ce que ça aurait été votre rêve quand vous étiez enfant? Quand j'étais enfant, je crois que j'avais des rêves vraiment très enfantins, au sens de métiers qui étaient liés à mais
il y a deux choses que j'aurais aimé, c'est être écrivain et voyageur. Bon, enfin, voilà, c'est peut-être ça que mais je suis allé à l'exposition où j'ai vu qu'il y avait un artiste qui avait commencé à 80 ans et qui avait un succès mondial. Bon, on attend vos ouvrages et vos exploits de voyage du coup. C'est peut-être un peu tard quand même. Ok. Et alors, quel conseil vous donneriez-vous à un juriste après l'obtention de son diplôme? Vous parlez beaucoup d'accompagner aussi les jeunes juristes. Quel conseil vous donneriez? Bon, le premier conseil, c'est, je pense, c'est rechercher, une fois qu'on a le diplôme et qu'on va travailler, j'entends, hein, c'est ça que vous dites. Mm-hmm. C'est rechercher un bon patron, un bon premier patron. Quand je dis patron, c'est celui qui va être pas le mentor, parce que mais celui qui va vous apprendre à travailler dès le début. Ça peut pas automatiquement être quelqu'un de sympathique, mais ça peut être un bon professionnel, en tout cas, qui vous donne et qui a l'exigence et l'écoute et qui vous donne les premiers bons réflexes, qui vous suivent à peu près partout. Parce que je pense que si on a pris des mauvais réflexes au début, c'est dur après. C'est un conseil qui a été donné aussi par d'autres personnes, notamment, et je pense qu'on devrait le suivre alors, quand on est en début de carrière. Vous qui recrutez, je pense, dans un poste, la formation est tellement importante. S'informer sur le patron qu'on va avoir, c'est à différents titres, hein, mais je pense que ça peut même avoir un effet au-delà de motivation et de pouvoir créer beaucoup d'émulation, de faire vraiment à la fois évoluer, mais aussi dans le travail donner des ailes, enfin vous faire travailler. C'est un bon tremplin pour la suite, ça, tout à fait. Et ben écoutez, on a parlé énormément d'ouverture, du coup, je pense que c'est un des messages que vous voulez faire passer, aussi d'échanges. Vous avez parlé de faire des échanges entre professionnels du droit, donc évidemment l'importance de ça, d'échanger entre étudiants étrangers, étudiants français, ou entre juristes, jeunes diplômés, plus jeunes pour le coup, et aussi des profils plus expérimentés. Est-ce qu'il y a peut-être un dernier mot que vous voulez dire à nos auditeurs aujourd'hui? Je pense qu'aujourd'hui, peut-être en guise de conclusion, dire que c'est une profession qui prend beaucoup d'importance quand même, le droit dans la vie des affaires, dans notre vie en général. On voit aussi beaucoup, on parle beaucoup de procès dans des domaines aussi bien des affaires que de la vie civile. Je pense qu'il faut que c'est important pour nous, professionnels du droit, de bien suivre ces évolutions, de bien aider notre métier à fonctionner sous toutes ses formes et de pas hésiter à échanger entre nous, parce que je pense que c'est quelque chose de très important. Un grand merci en tout cas Hervé d'avoir accepté mon invitation, d'être venu partager avec nos auditeurs votre expérience et votre vision du droit d'aujourd'hui. Comme je vous l'avais dit avant d'enregistrer, en fait c'est une suggestion qui était très bonne d'Alexandre Menet qui m'a dit de vous inviter. Vous aurez des choses passionnantes à raconter. Je leur remercie du coup d'avoir fait cette très bonne suggestion. J'espère que vous avez passé un moment, en tout cas un bon moment Hervé. Très bon, oui. Merci beaucoup. Avec vous. Donc merci à tous de nous avoir écoutés et à très vite pour un nouvel épisode de l'entrepreneur du droit by Fed Legal. Merci. Merci de nous avoir écoutés. Nous espérons que ce nouvel épisode vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à nous mettre une bonne note. À très bientôt pour un prochain épisode de l'entrepreneur du droit by Fed Legal.